Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Histoire au cours du Dévin, l'émission qui a plagié Drôle d'Histoire, et je suis Charlie et me voici en compagnie de Flux. Bonjour. Aujourd'hui nous allons vous parler de Dead Genesis, deuxième arc et donc troisième épisode. Exactement. Qui est donc le premier arc officiel de Dead Genesis basé sur l'un des livres Dead Genesis. C'est la première fois qu'on va jouer des scénarios non décrits, soit par ma personne, soit par un quelconque autre amateur qui aurait donné son scénario à la communauté. Il s'agit donc de la campagne In Thy Blood, la première qui est sortie officiellement. En ton sang en français. En ton sang. Voilà. Et qui se change pas mal le panorama puisqu'elle va se diriger en Purgaré, donc on va dire l'Italie du monde post-apocalyptique de Dead Genesis. D'ailleurs, si jamais vous ne savez pas de quoi est-ce que je parle actuellement, je vous invite à rejoindre et à regarder les anciens épisodes qui se trouvent ici. Mais très bien tout ça. C'est effectivement ici que vous aurez les suites. Ils sont à regarder pour le coup, parce qu'on est vraiment dans une suite, malgré le fait que c'est une campagne écrite. Comme d'habitude, on a date pour que ça les personnages restent d'une saison à l'autre, donc vous allez rien comprendre sinon. Et justement, je vais juste demander sur un petit résumé quand même rapide, au cas où il y a quelqu'un qui débarque, de l'univers des Genesis, mais très rapide. Et déjà aussi, spoiler, si jamais vous voulez faire la campagne un jour, si vous voulez jouer à des Genesis, tous les éléments qu'on va dire vont spoiler In Thy Blood, édité par Six Man Podcast. Ouais. Petite intro rapide de Dead Genesis, qu'est-ce que c'est en univers, en quelques mots. En quelques mots, Dead Genesis, post-apo, Europe, c'est pas post-apo aux États-Unis, c'est pas Fallout. Il y a des clans, et il y a ce qu'on appelle la morse, la sepsie, qui sont des maladies. En fait, globalement, des météorites ont frappé la Terre. Les êtres humains étaient en mode on s'en moque, on va déclencher un plan d'action qui ne s'est pas activé. Du coup, ils se sont pris les météorites en pleine gueule, ils sont quasiment tous morts. Il y en a quelques-uns qui ont survécu, il y en a qui sont planqués dans des bunkers, il y en a qui sont revenus un petit peu après. Le problème, c'est que ces météorites, elles ont emmené avec elles des maladies extraterrestres qui transforment les humains peu à peu s'ils la contactent en ce qu'on appelle des Homo de Genesis. Du coup, ils oublient qui ils sont et ils deviennent un petit peu l'étape supérieure de l'évolution de l'être humain. C'est-à-dire que voilà, il y a eu les singes, voilà, tout ça, etc. Et puis les Homo sapiens, Homo erectus, machin, et puis finalement l'Homo de Genesis, qui est donc l'étape finale. Sauf que les Homo de Genesis, ils veulent pas ils veulent pas de nous, du coup ils veulent tous nous tuer, la plupart. Parce qu'ils sont pas tous très gentils. Ça fait beaucoup de mots, mais je crois qu'ils ont compris. Donc je dois moi les inclure dans cette nouvelle campagne. Pour cela, il y a deux manières en fait de commencer In Thy Blood. Le jeu de rôle, enfin le livre de base vous permet soit de commencer avant le meurtre, soit d'être envoyé après le meurtre. Moi j'ai décidé de commencer avant, parce que je trouve ça marrant. Et donc j'ai fait une première session qui ne se passait pas dans In Thy Blood, mais qui allait permettre de relier les deux. Dans cette dernière, j'introduisais pour commencer le personnage de la femme, qui est un personnage un petit peu aux allures de voyante, un petit peu de Madame Irma, qui vit généralement dans une espèce de camp très noble, avec beaucoup de ressources, des choses qui viennent de la mer, qui coûtent très cher, et plein de gens, et tous avec ce côté un petit peu divination. Donc on y trouve des apocalyptiques qui jouent au tarot divinatoire, on va y trouver, je crois que vous avez même croisé, j'ai les Anubiens, je crois que c'est ça leur nom, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Dead Genesis, qui eux justement ont pareil un petit peu ce côté un peu vision, etc. Donc on a vraiment l'impression que c'est voilà, le grand endroit où tous les divinatoires ou tous les prêtres magiques vont se réunir sans vraiment savoir si ça existe ou pas. Et elle va voir les héros, elle va leur dire je vous ai contacté, en tout cas je vais demander au commissaire Pry, elle qui est un personnage récurrent, de vous emmener me voir parce que j'ai eu des visions, puisque voilà c'est le coin à vision. Je pense qu'il faut que vous rejoigniez la Purgaré, notamment la ville de Lucatore. Il va se passer quelque chose. Et en fait, du coup, simplement ce qu'elle leur dit, c'est ce qui va se passer, c'est plus ou moins similaire à ce que vous avez déjà vécu, donc vous serez les mieux à même de pouvoir réparer la situation. L'idée étant donc que ça ne devienne pas une simple coïncidence et que les joueurs en faisant les deux campagnes se disent bah putain, encore un aberrant, waouh, yes, super original. Mais du coup non, maintenant vous ne savez pas vraiment si c'est un aberrant ou quoi que ce soit d'autre, vous savez juste qu'il y aura un lien quelque part. Et elle en profite également pour introduire le premier nouveau personnage, puisqu'on a fini la dernière campagne avec deux seulement personnages, puisque Abby, le troisième, est mort. Avant d'introduire un nouveau personnage, je vais introduire peut-être les anciens.
Ok, ouais, c'est pas bête, c'est logique. Ouais. Si je faisais cette émission depuis plus de 2 ans. Ouais, carrément. Le premier personnage, qui était un petit peu le personnage principal de la première campagne, c'est assez vague de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que les autres personnages s'étaient rencontrés grâce à lui, et il a mené certaines choses. C'est Toric, l'hospitalier. Toric, un jeune hospitalier qui est donc très idéaliste du métier. Pour rappel, les hospitaliers, ce sont une espèce de culte basé sur le fait que s'il y a une épidémie, on n'a pas les moyens de la contrecarrer, donc il vaut mieux brûler tout le monde. Ils sont pas très appréciés, mais ils soignent les gens. Donc c'est assez compliqué. Certains les considèrent comme des médecins nazis, d'autres comme une nécessité malheureusement. Et donc Toric, lui, c'est un très jeune hospitalier, mais voilà, idéaliste. Et d'ailleurs, les actions que vous aviez faites lors de la dernière campagne avaient mené à sa promotion en début de campagne. C'est le seul personnage de Dead Genesis Constant qu'on a joué qui en 2 campagnes a réussi à changer les choix. Le deuxième personnage, c'était... Le premier, il jouait par Gossed. Ah oui, joué par Gossed de la petite pause vidéo. Et le deuxième personnage, donc, c'est Mokosh. Comment décrire Mokosh? Mokosh, elle a le nom qu'on donne à certains types de modes de Genesis. C'était pas voulu, mais c'est une drôle de coïncidence. Mais finalement, ça marche plutôt bien parce que c'est à peu près comment dire, le même genre de teneur et aboutissant. Si vous savez ce que c'est qu'un Mokosh dans des Genesis, si vous savez qui c'est Mokosh, vous ressentez à peu près la même frayeur quand la personne rentre dans la pièce. Je saurais pas trop dire, mais bon, la plupart des gens qui l'ont croisée, s'ils étaient pacifiques avec elle, ils en ont gardé un mauvais souvenir. S'ils étaient pas pacifiques avec elle, ils s'en souviennent pas. C'est une anabaptiste qui fait partie du clan des orgastiques, qui est assez asociale, qui a tendance à tout fracasser avec sa lame. Elle va pas attaquer gratuitement des PNJ qui ne l'auront pas demandé, mais il suffit que vous fassiez quoi que ce soit de négatif pour qu'elle vous explose complètement. Et de nouveaux personnages sont introduits. Déjà, Shedroni décide de reroll, enfin logique, il a décidé de continuer la campagne. Vu que son premier personnage est mort, il avait terminé l'ancienne campagne avec un autre personnage durant 2 sessions, qui était un PNJ qui devait être initialement là, que vous auriez dû sauver finalement, voilà. Sauf qu'il décide de pas le garder pour la prochaine, parce que c'était pas le meilleur des personnages, enfin, il préférait créer son propre personnage. Ce qui est logique. Je joue Efflux, un chroniqueur dont son concept est assez rigolo, puisqu'il est... il faut savoir qu'en crée, on va partir de là, parce que c'est vraiment comme ça que c'est parti au début. Quand on crée, on peut choisir tout simplement un concept qui va donner un peu une première idée d'un peu le roleplay, le concept du personnage en gros. Il y a une petite liste d'une vingtaine, je crois, de souvenirs dans Dead Genesis. Et celui-là qui m'avait tapé dans l'œil, c'était le Chosen One, l'élu. Et donc on a décidé petit à petit, moi vous savez j'adore prendre un concept et l'emmener le plus loin possible. C'était le cas d'Abby, qui était juste une apocalyptique mais poussée au max, ce qui fait que elle avait des petits problèmes de conception sur le long terme. Là Efflux c'est pareil, c'est l'élu mais poussé au max et il a été élevé en fait comme un élu. Donc il est même pas humain, à vrai dire pour lui. Il n'a pas conscience d'être humain. Il n'a pas conscience d'être humain, pour être c'est plus joli comme formulation. Pour lui, ce n'est tout simplement qu'une machine élue qui a pour but de trouver, de refaire marcher le flux. C'est ce que cherchent à faire les chroniqueurs. Comme je l'ai déjà dit, c'est une espèce d'internet du monde de Genesis, avant qu'il y ait l'apocalypse. Et à la création de personnage, et d'ailleurs, j'ai l'enveloppe juste là, il faut que je te la passe. On a tout simplement décidé qu'il était Ajor, en fait, vraiment Efflux cache toute partie humaine, il se cache vraiment au maximum de tout ça. Efflux se considère tellement comme un dieu que le simple fait de se rappeler qu'il est humain, qu'il doit du coup être humain, consisterait à un désastre psychologique pour lui. Exactement. Du coup, ce qui veut dire, donc ce qui inclut qu'Efflux ne doit pas voir qu'il a de la peau, ne doit pas saigner, ne doit pas connaître son visage, et Efflux ne connaît pas son visage. Et c'est justement pour ça qu'il y a une enveloppe, parce que la création de personnage, du coup, on avait 2 choix, soit je crée un personnage autre qu'Efflux, soit, c'est ce qu'on a fait, on a tiré au hasard, moi je l'ai fait chez moi, faut que je passe l'enveloppe encore une fois, avec tout simplement des traits, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce qu'il y a des cicatrices, nanani, nanana, et selon plein d'informations comme ça, en fait,
je vais te le donner. Et le Style jour... blanc, Oui, blanc, racisé, tout ouais. ça, il y a couleur de peau, il y a plein de trucs, petits détails, j'essaie de trouver pour que ce soit assez intéressant pour toi. Et tout ça en fait c'est inconnu. Il faut savoir que Flux par exemple quand il se lave, il ne se regarde pas, il a des espèces de prothèses. Il a une espèce de déni poussé au max, où il va fermer les yeux quand il se lave. Mais il se pose pas la question parce qu'il faut vraiment voir, c'est comme ça depuis sa naissance. Il a été formaté comme ça. On va dire il par défaut pour Flux, mais en vrai c'est plus un Yel, hein. On n'a aucune idée de son genre. Mais on va dire il pour aller plus vite. Et c'est vrai que depuis sa naissance, en fait, c'est comme ça, on l'a éduqué comme ça, et du coup, il ne remet jamais en question ce côté-là. Et au contraire, il a limite, le seul moment où il en a conscience, c'est quand il en joue pour aller plus loin. Mais sinon, en fait, à aucun moment, il se dit, bah tiens, c'est bizarre le fait que je me regarde pas. Pour lui, c'est normal, il doit pas se regarder. Et du coup, il ne se pose aucune question sur le fait que peut-être si je me cache dans un déni, c'est qu'il y a un truc. Non, c'est juste, c'est comme ça. La question ne se pose même pas. Pour Flux, c'est Flux, c'est... Voilà. Juste un corps, enfin même pas, non, juste une machine, enfin Dieu, parce que c'est pas une machine, ça va être de la machinerie. Voilà, et donc depuis tout petit, là, son masque, il a été élevé par les chroniqueurs, voilà. Et du coup, le plus gros défaut, enfin le plus grand talon d'Achille de Flux, c'est l'identité. Le jour où on le fera remarquer son humanité, ça risque d'être vraiment... Ouais, si un jour Flux, par exemple, venait à perdre son masque et à voir son propre reflet dans, je sais pas, une flaque d'eau, un miroir, quelque chose comme ça, ça serait sans doute absolument désastreux pour lui. Tout à fait. Imaginez, on sait même pas quel âge a Flux, ça, si. Non, on n'a pas d'âge, mais... On sait que c'est pas quelqu'un qui a 70 ans, mais... C'est ça. On imagine que c'est entre la vingtaine et la trentaine, j'imagine, Imagine donc que ça faisait soit entre 20 et 30 ans que vous vivez. Vous avez conscience d'être un élu, vous êtes persuadé que vous allez faire de grandes choses, c'est votre objectif incroyable, et vous ne savez pas si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes racisé, si vous ne l'êtes pas. La couleur des cheveux, parce qu'il est rasé, des cheveux. Tout, vous avez vraiment... Et les seuls éléments qui pourraient vous indiquer ça, vous êtes tellement dans un déni incroyable que vous ne posez pas la question, quoi. C'est ça. Et donc, si un jour vous étiez amené à le réaliser, alors que vous pensiez Dieu, et que vous réalisez que finalement vous n'êtes non qu'un simple mortel, ce serait un tel désastre psychologiquement que ça pourrait... Eh ben on sait pas. On verra ce qui se passera ce jour-là. Mais voilà, c'est tout le concept des flux, c'est tout son truc. Ce qui fait que par exemple, là dans sa première campagne, il était très dans le jeu, parce que quand il est avec des gens qu'il connaît pas, il laisse pour le coup, parce que j'ai été mis en mission, comme on va vous l'expliquer dans quelques secondes, bah forcément, il se la joue, il joue de ces caractéristiques-là, c'est quelque chose c'est le seul truc qu'il a conscience du factice, entre guillemets, de sa vie. Et il en joue énormément, etc. Et voilà, c'est un personnage du coup très concept. Qui a 20 000 chances de foirer en cours de route parce qu'il peut mourir du jour au lendemain et il n'aura pas du coup été au plein. Son potentiel peut ne pas être exploité, mais si jamais ça l'est, ça valait le coup de tester quoi. C'est un personnage à concept. D'un genre de A à Z, et c'est vachement approprié aux chroniqueurs qui se prennent en permanence pour des dieux et qui aiment rallier les clanistes à eux. Et ce que je voulais dire, qui me revient heureusement, c'est le nom des flux, parce que voilà, les noms des chroniqueurs viennent de logiciels, de trucs informatiques, ce genre de choses. Et moi, je cherchais quelque chose qui vraiment allait dans ce sens de quelque chose d'inhumain. Il y a ce logiciel, vous connaissez peut-être ou pas, qui s'appelle Flux, et que je trouve génial parce qu'il y a un point au milieu, ce qui force les gens à ne pas avoir un nom normal. C'est pas Flux, c'est pas Flux, c'est Flux. Et du coup, ça a vraiment ce côté inhumain, quoi. Personne ne s'appelle comme ça, c'est vraiment très logiciel. Et c'est pour ça que j'ai pris ce nom-là, parce que je trouvais que ça collait vraiment au personnage. Autre que les Flux, qui est introduit du coup à ce moment-là, il y a un deuxième personnage qui est introduit, je te laisserai faire un détail après, mais du coup c'est le personnage d'Antoine, pour finir le groupe, qui rejoint du coup des Genesis, avec Jacquard. Je te laisse le présenter en quelques mots. Jacquard, lui, du coup, c'est un petit peu l'inverse de Flux, on est passé d'un personnage concept avec une psychologie assez compliquée à un personnage du coup plus simple, un peu à la manière du personnage de Toric, qui est un juge donc, qui a été envoyé en fait pour supporter les joueurs par le commissaire Pryor, qui dit donc voici une jeune recrue, je sais plus quelle raison exactement il avait amené, mais parce que lui il pouvait pas. Ah oui c'est ça, ça aurait dû être lui, mais il avait affaire sur Justicienne, exactement, Justicienne la capitale, et du coup il décide d'envoyer Flux à la place parce que c'est quand même un bon élément. Flux. Jacquard. Jacquard donc est un juge
Niveau tenue, un petit peu ce qu'il y a un petit peu ce qu'il y a de plus classique pour le moment. Pour le moment, j'insiste bien là-dessus. Je crois qu'il est quand même assez jeune. Il est à peu près l'âge des autres personnages. On n'est pas face à un vieux juge chevronné, en tout cas pas pour le moment. Je sais qu'il a quand même un petit côté un peu borné. Ça va pas être un juge qui est un peu à la Torique, très idéaliste, très gentil, qui va aller... non. Il va avoir une idée fixe et généralement il va plus ou moins s'y coller. En tout cas, c'est ce que pour l'instant j'ai l'impression d'en voir, et je sais que même au début, c'est le personnage qui... c'est vrai qu'F-Flux quand même un petit peu aussi, du coup, vont moins facilement s'introduire dans le groupe que aurait pu le faire Abby ou Torique à une époque. Et il faut dire que le groupe a vraiment un gros changement d'ambiance. Ouais. Abby, c'était vraiment celle qui entraîne tout le monde dans ses conneries. Abby, c'était un peu ce côté, la jeunesse... comment dire, la jeunesse décomplexée de Genesis. Les choses allaient encore à peu près bien, et donc elle faisait un petit peu ce qu'elle voulait. Elle voyait une belle tenue, elle voulait la récupérer à tout prix, quitte à fomenter un plan sans queue ni tête, mais qui finalement marche, et puis elle là, parce que c'était Abby qu'elle s'en foutait, et que ouais, elle tentait d'abord, et puis regardez les conséquences ensuite, quoi. C'est exactement ça, et là ça change. Ouais, on remplace avec deux personnages beaucoup plus sages dans le groupe. Ouais. Surtout du coup, c'est maintenant la vision un peu torique qui va dominer. Alors que c'est une vision très Abby, très... Oui, c'est vrai. Fou. C'est vrai que c'était Torique qui menait, on va dire, le groupe d'un point de vue du scénario, puisque c'était lui qui relaye les deux autres joueurs. Tout à fait. Et c'est lui qui allait être promu à la fin des missions, puisqu'on allait lui attribuer les mérites de ce qui allait se passer. Lorsque le choix en fait se posait, c'est Torique qui allait être choisi par le groupe, pour que c'est lui qui soit, on va dire, récompensé, donc améliorer sa réputation, etc. Parce que c'était plus intéressant. Mais là maintenant, ouais, du coup, ça change un petit peu. Donc même si Abby, elle, menait le groupe dans toutes les conneries qu'elle pouvait faire, là on a face à un groupe donc, qui est beaucoup plus sage, qui est composé de 4 joueurs beaucoup plus sages. Ouais, il y a juste... Les restes, c'est juste mon coach. On est au niveau de la femme. Ouais. La femme va du coup parler aux deux et va tout simplement introduire F-Flux comme étant l'un de ces hommes qu'elle va mettre pour simplement s'assurer que la mission se passe bien. Jacquard lui a introduit, comme tu l'as dit, par Priel. Maintenant notre groupe composé, on va tout simplement revenir à l'histoire qui était commencée par conter par Charlie, qui est on est face à la femme, F-Flux est introduit, Jacquard aussi, et tout simplement elle commence à raconter des histoires par rapport au fait qu'on va devoir aller à Lucatore, qui se trouve en Purgare. Tu m'arrêtes si je dis mais c'est exactement ça. Et elle nous y envoie parce que dans ses visions, elle sait qu'il y a quelque chose de pas bien qui va se passer et qu'en gros on est les seuls qui va pouvoir intervenir dans tout le bordel qui risque de se passer. Exactement. C'est moi, comme ça je m'en souviens, c'était vraiment en mode bon écoutez il va se passer un gros bordel, vous êtes les seuls qui vont pouvoir gérer un peu le truc. Et on est en mode cool, on adore gérer le bordel. Surtout je pense Tori qui est mocoche, il devait bien avoir la tête à ça après que leur dernier bordel qu'elle a géré a été un peu chaotique. Mais enfin, du coup, on accepte, et je me souviens que la femme, surtout, elle a ce côté intéressant, parce qu'elle a des lettres d'Abby, qu'elle va donner, du coup, à Torique et à Mokosh, et simplement en disant, voilà, si vous vous doutez de mes pouvoirs, tenez, regardez, et à vous de voir, si je mens, si je mens pas, vous en faites ce que vous voulez. Donc c'est des lettres qui, soi-disant, sont écrites par Abby, et qui présentent des informations qui paraissent... C'est ce genre de détail où tu dis seul Abby aurait pu le savoir, donc c'est comme si elle était en contact avec les mains. Voilà. C'est ce qui est pas mal quand même comme argument pour dire mes pouvoirs marchent. Ça se trouve non. Et si ça se trouve non, et c'est vrai, c'est une petite question sous-jacente qui va de temps en temps va se poser durant la campagne, enfin du moins jusqu'à l'arrivée des gros événements qui vont nous faire oublier toute cette petite histoire. Parce qu'on se rend à Lucatore, en se rendant, tu nous fais jouer vraiment le trajet, alors pas en entier évidemment, pas en temps réel, mais tu nous fais jouer un peu le trajet, comment on gère, etc. On a traversé la frontière, on croise pour la première fois des Helvétiques, et ça c'est intéressant parce qu'on n'avait jamais croisé jusqu'alors des Helvétiques. C'est le seul clan. Ah donc avec les clans d'Africa. Oui, mais encore on a croisé les Néo-Libyens. Vous aviez peut-être croisé les premiers, je sais plus comment ils s'appellent, les guerriers. Vous aviez dû en croiser aussi, et vous aviez dû croiser le dernier, les Anubiens, chez la femme. Donc en fait, je crois que c'est bien le dernier des Helvétiques qui sont apparus. Ouais, c'est vraiment genre le dernier des clans. Mais d'un côté, pour l'instant, c'est super bien géré. Et comme de toute façon, dans le monde, on ne croise pas tout le temps tout le monde, ça passe. Oui, puis ils restent la plupart du temps dans leur bunker. Et on galère un peu, on va passer la frontière, parce que forcément, il y a Mokosh qui a gardé quelques brûlures d'Abby, qui a été récupérée. Ce genre de choses, on galère à passer la frontière. Il y a des gens qui tentent
de convaincre Mokosh, de dire bon, on s'en fiche des brûlures, t'as qu'à les brûler, on s'en fiche. Mokosh qui est dans son déni, donc elle a mis je m'en fous, mis non, gardez-la quand même. Donc au final, elle donne à Tori, si je ne me trompe pas. C'est Tori qui va du coup garder sur lui, c'est un hospitalier, c'est pour sa mission, on le sait. Enfin bref, du coup, on passe après une petite bataille entre guillemets, mais pas vraiment en armée. On se comprend, mince, désolé, je me perds. On passe et on va tout simplement arriver à Lucatori. Je crois pas qu'il nous arrive d'autre chose en chemin. Non, il devait, mais non. Il devait être intéressant ça. Ouais, il devait y avoir des combats, mais on n'a pas eu le temps. Bon, pas de soucis. On arrive à Lucatori. En arrivant à Lucatori, on se rend à cet endroit dont j'oublie toujours le nom pour dormir. On est logé. Alors oula, faut commencer par l'hospice. Oui, voilà, c'est ça, merci, c'est l'hospice que je cherchais. Du coup, le scénario indique clairement que lorsque vous êtes logé à l'hospice, en fait, finalement, on vous déloge très rapidement. Il y a un péon qui vient et qui, il me semble, qui vous dit les gars, on est désolé, mais l'hospice a été réquisitionné. En fait, on n'a pas le droit de vous faire dormir là. Parce qu'il y a un groupe de flagellants venus du sud qui vont bientôt arriver et il leur faut de la place. Du coup, on va vous mettre dans la maison des émissaires. Exactement. Les joueurs se disent bon, un peu relou, on va poser des affaires, sauf que. Enfin, on doit reprendre nos affaires, sauf qu'en fait, ils se rendent compte que la maison des émissaires est en effet bien plus luxueuse que l'hospice. Ce qui nous arrange. Si finalement vous arrange, vous passiez, je crois, d'une chambre commune à une chambre par personne. Oui, c'est ça. À l'hospice, vous avez un personnage non-joueur qui est assez important, mais dont j'ai oublié le nom. Qui va s'occuper des joueurs, leur apporter à manger. Ouais, appeler la tenancière. Ouais, exactement, ouais. Pour simplifier. Vous allez d'ailleurs faire appel plusieurs fois, par exemple, lorsque vous allez partir de la ville, il va falloir des provisions, donc vous allez vous demander, etc. Et il y a deux choses qui est installées déjà dans le groupe, avec jusqu'à ce moment-là, parce qu'après c'est le début des événements vraiment de l'histoire. Mokosh est dans un état absolument horrible. Je me souviens que quand on arrive, elle tombe sur un ancien de ses contacts. Et il envoie chier, mais parce que l'autre il fait ah bah du coup si tu te souviens de Lucatori, j'ai pas besoin de te dire que l'hospice est juste là. Et moi je fais non c'est bon, t'as pas besoin de me le dire, je le sais. Et bon, elle est très agressive avec tout le monde, mais plus que d'habitude, hein, ce qui est rarement bon signe. Et il y a aussi Efflux qui, parce que l'une des personnes qui était à l'hospice était un claniste. Ouais. Et puisque c'est lui qui est venu récupérer nos bagages, etc. Il nous dirait il faut partir. Oui, oui, ça. oui. Et c'est là où il y a un premier gros différent dans le groupe. Efflux adore les clanistes, parce que les clanistes voient les chroniqueurs comme des dieux. Efflux, bon voilà. Pas ceux de cette région. Oui, non, mais bien sûr. Mais ils les voient quand même comme vachement avancés. Ouais. Effectivement, je simplifie, effectivement. Ouais, le truc, c'est pas tous les clanistes, mais dans l'eau, il y en a quand même. Donc du coup, Efflux aime beaucoup les clanistes, tous, du coup. Lui, il généralise. En mode, bon, il y en a qui me voient comme des dieux, donc ils sont cool. Sauf que les clanistes sont pas aimés de tous. Et par exemple, je me souviens de Jacquard qui leur parle mal. Si je me trompe pas, c'est Jacquard. Juste que je me trompe parce que j'ai pas une bonne mémoire. Et du coup, c'est bon, il y a déjà cette petite confrontation. Des péons qu'à commettre des délits ou autres. Ouais. En tout cas, en grande majorité, du coup, oui, je crois qu'ils les engueulent un peu. Enfin bref, du coup, on reprend l'histoire. Ouais. Puisqu'après avoir dormi là-bas, on s'est bien reposé, mais on se fait réveiller par un corps. C'est ça, vous êtes réveillé par le corps de la ville, et en fait là c'est là où le scénario s'enclenche pour ceux qui rejoignent la ville avant le meurtre, exactement, c'est ça. Puisque sinon... Ah oui, en fait on peut venir après, c'est ça les deux débuts. Oui, c'est ça, du coup je crois que vous avez globalement une semaine après, donc ratez pas mal de trucs. D'accord. Mais du coup on a fait, bon j'ai un peu spoil, mais ils sont réveillés par le corps, donc le Lucatori qui sonne, mais qui sonne que très très rarement, hein. Ça sonne si un ennemi envahi ou ce genre de choses. On sait qu'il se passe quelque chose. Donc ils sortent, ils savent pas ce qui se passe, ils voient la foule affolée dans la rue, courir en direction du donjon, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est ça, il y a un autre nom il me semble qu'ils utilisent, mais bon, le château en haut de la colline quoi, qui dirige la ville. Et à ses pieds, il découvre donc plein d'orgastiques, donc les soldats anabaptistes qui sont en train de pousser les gens, la foule en leur disant dégagez, dégagez, avec le chef de la garde sur son cheval. En fait ils apprennent que Altaïr, qui était le chef des anabaptistes à Lucatori, qui Lucatori est un peu la capitale anabaptiste de la Purgarée, donc l'espèce d'Italie, post-apo, et qui est également l'un des membres du siège anabaptiste qui a lieu à la cathédrale, il me semble, donc en Borca, donc un membre très important, a été retrouvé le matin même assassiné. Ce qui fout un bordel incroyable dans la ville.
alors là, c'est... Bah, on peut plus sortir de la ville. Il y a... Oui, c'est une quarantaine. En plus, c'était quelqu'un qui était adulé par la population. Donc les femmes qui pleurent juste en apprenant qu'il est mort. Il y a des conversations de toute façon partout, tout le monde en parle. Tout le monde commence déjà à accuser quelqu'un. Il y en a qui disent c'est les Jamétanes parce qu'ils étaient en guerre avec les Anabaptistes, ils sont revenus se venger. Il y en a d'autres qui disent c'est les clanistes. Enfin voilà, tout le monde tire désigne un coupable un petit peu à la volée et puis les gens sont rapatriés chez eux. Rapidement, vous recevez, vous, dans l'après-midi, alors vous savez pas trop quoi faire, mais vous commencez à comprendre que la femme, elle vous a envoyé et que juste le jour d'après, il y a un meurtre, vous comprenez que ces visions, à peu près, ça va être ce genre de choses qu'elle a vu. Tout à fait. Vous savez pas exactement quoi, mais voilà. On sait qu'on est en bon endroit. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, vous dites, bon, sans doute que c'est vers ça qu'il faut qu'on s'intéresse. Et là, déjà, vous recevez une première visite rapide du chef de la garde, dont j'ai oublié le nom, qui est en fait le fils adoptif de Altaïr, donc ce qui vient de mourir, et qui vous met un peu dans le droit chemin. Enfin, il vous met un petit coup de pression en mode bon les gars, j'ai appris qu'il y avait des nouveaux qui étaient arrivés, et le lendemain il y a les autres qui se font assassiner, enfin il y a l'autre qui se fait tuer. Chelou quoi. On s'est fait remonter les bretelles, comme tu l'as dit, mais on sait pas trop non plus encore quoi faire dans cette ville. On sait qu'on est au bon endroit, mais juste pas quoi faire. Jusqu'à temps qu'on croise en fait un autre personnage qu'on a déjà croisé dans DGDZ qui s'appelle Carmine Ferro, un hospitalier, et qui va tout simplement nous parler. Est-ce qu'on fait pas juste petit rappel, c'était l'hospitalier que vous aviez aidé dans la première campagne, alors qu'il se rendait d'ailleurs, il vous l'avait dit, à Lucatore en Purgarie, sans que vous sachiez que forcément la prochaine allait se passer là, donc c'était marrant. Et bon, pour la petite anecdote, c'est vous l'aviez aidé lors d'une quête parce qu'il recherchait son second qui devait l'escorter sur le chemin, et qui retrouvait plus et qui s'était fait, c'était le gars qui s'était fait manger par le claniste. Voilà. C'est l'anecdote où on allait voir Toric en mode eh mais c'est vous, non c'est pas lui. Tous les hospitaliers ne sont pas les mêmes. C'est pas parce que je suis jeune et ouais. Bref, on croise Carmine Ferro et nous, reconnaissant, il parle avec nous, il y a des lanceaux blancs énormes où il fait mais Abby elle est où le gauche, groupe, voilà, esquive la question, ah bon, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau, ouais. Et Carmine Ferro nous dit simplement bah, il est sur Lucatore comme une nouvelle île parce que voilà, il était appelé pour la mission. Il devait aller voir Ezio Milan, c'est Altaïr. Altaïr. Ouais, c'est pas la même. Il va aller voir Altaïr, sauf que bon voilà, il arrive, il est mort. On lui laisse pas accéder au corps parce qu'il a déjà été enterré. Alors que normalement il est censé. Normalement il est censé une semaine de deuil, je crois. Oui, ça. Une semaine de deuil, et puis même, je pense que c'est la procédure. Et là c'est qu'Altaïr est enterré aussitôt après. Ouais. Ouais. Et il est enterré genre directement. Parce que voilà, c'est du coup louche. Il remarque qu'il n'y avait pas forcément les gardes à leur poste, qu'il y avait un signal de détresse sur le château d'eau. Comme ça, ouais. Et Carmine Ferro est pas très rassuré. Il y a un truc quand même qui est vachement louche. Il a l'impression qu'on lui cache des trucs. Ouais. Et déjà il avait rendez-vous avec Altaïr. Altaïr devait lui dire quelque chose d'important et le jour même il se fait assassiner, donc il se dit qu'il y a quelque chose d'étrange. Tout à fait. En parlant justement de l'enterrement de Altaïr, Mokosh a pu y accéder, a pu s'y rendre. Alors elle était un petit peu loin, mais elle a pu aller jusqu'au cimetière puisque le cimetière l'entrée n'était autorisée que aux Anabaptistes, exactement. Elle y croise d'ailleurs plusieurs hautes éminences donc, du groupe. Elle y croise Lucio Bastardo, qui est donc le neveu adopté, enfin le fils adoptif de Altaïr, donc le chef de la garde. Elle y croise également Neva l'émissaire de fer, qui est la femme d'Altaïr, donc la mère adoptive de Lucio Bastardo, et qui, Neva l'émissaire de fer, est donc a priori pour l'instant la nouvelle dirigeante, en tout cas en attendant, et ainsi que l'Élyséen qui s'appelait Abacus, qui est celui qui a créé les huiles élyséennes, qui sont les huiles que les Anabaptistes s'appliquent avant le combat pour améliorer leur performance. C'est une espèce de dope. Oui, c'est une drogue, mais elle est autorisée. Ouais, c'est ça, c'est du dopage quoi. Et lui, il a créé les meilleures huiles élyséennes qui existent. Il y en a plein de types différents, mais les siennes sont les meilleures. Et elles sont créées à Lucatore, c'est pour ça que cette ville est si importante. C'est qu'à l'intérieur de Lucatore, il y a toute une manière de les fabriquer. En tout cas, voilà, ils ont tous les outils pour le faire. Et justement, lui, Carmine Ferro, lui avait refusé l'accès au mariage, à l'enterrement, et il a envoyé les joueurs enquêter là-dessus. Donc le soir même, les joueurs vont à Shop des Pelles et ils se rendent au cimetière en Soum Soum,
dans l'objectif d'aller déterrer la tombe. Le tombe pour voir s'il y a quelque chose qui va pas. Et justement, on y va. Au début, on est plutôt confiant. Bon, on fait gaffe que personne nous voit, etc. Ouais, et on commence à creuser. C'est pas le moment de se faire choper. Oui, ça prend pas. On creuse, on creuse, on creuse. Et vient cette magnifique finalité. Il y a un énorme rocher qui bloque la tombe. Impossible de creuser plus loin. La tombe est clairement condamnée. Je crois qu'il est tellement grand ce rocher que vous êtes quasiment persuadé que le corps, enfin que le circuit a dû être éclaté. Et en même temps, quand on remarque ça, on entend un bruit au-dessus de nous. Alors, on lève un peu la tête comme ça. Moi avec le masque des flux, hein. Mais on lève la tête et il y a un drone qui vole. Donc un petit drone. On est en mode... La taille d'une main. À peu près. Et en mode ça c'est rarement bon signe. À qui il est? On recherche un peu et en fait on voit un chroniqueur au loin qui est clairement en train de commander le drone. Moi déjà je suis étonné parce que de ce qu'on m'avait dit, j'étais le seul chroniqueur à le cadorer. C'est pas du tout un coin chroniqueur, normalement on l'a plus regardé. Voilà. C'est vraiment surtout les anabaptistes et les clanistes. Et du coup ça me semble un peu étrange, mais bon là c'est pas le moment de réfléchir, on essaie de le choper, donc on se met à courir. Le mec nous espionne, il nous a filmé peut-être en train de creuser la tombe de Altaïr, donc non on va le choper, ouais. Il faut le choper. Du coup vraiment on se met à courir, et malheureusement en fait il est plutôt doué, plutôt rapide, plutôt agile, et en fait arrive tout simplement à nous semer sans trop de difficultés. Pour interroger. Et enfin bref, il nous a échappé, c'est ce qui compte. Ouais, il s'enfuit, et fin de la première partie d'ailleurs. Deuxième partie, parce qu'il y a eu le trajet géant. Du coup, on commence la troisième partie, de nouveau en réveil, et en début de cette journée, Mokosh apprend que son mentor, donc son fureur lorsqu'elle était plus jeune, se trouve actuellement en ville, puisque c'est la ville d'origine de Mokosh, hein, le Katoré. Et du coup, elle décide d'aller lui rendre visite. Ils se donnent plus ou moins rendez-vous par le biais d'un messager dans un petit bar, une petite taverne du coin, pas loin de la place centrale. Et donc, elle décide d'y aller avec les autres groupes. Avec le reste du groupe, et décide de se rendre dans l'arrière-salle du bâtiment, où il commence à discuter. Elle fait un petit peu connaissance de nouveau avec lui, elle lui raconte un petit peu vite fait sa vie, mais en fait de manière assez concise, parce que ça reste Mokosh. Elle lui présente rapidement les autres membres de son groupe, et il parle un petit peu de ce qui est arrivé notamment à Altaïr. Mais ils n'auront pas le temps de parler tant que ça pour le moment, parce qu'ils sont coupés par du bruit en provenance de la salle d'à côté. Et ils se rendent compte en fait qu'il y a une dispute qui est en train d'éclater. En effet, il y a deux clanistes qui étaient venus boire un coup, des neveux visiblement de quelqu'un d'important en ville, qui se font plus ou moins envoyer par des orgastiques de la ville. Donc en fait les soldats armés de la ville, donc des anabaptistes. En fait ces derniers tout simplement les accusent d'être à l'origine du meurtre d'Altaïr, puisque tout le monde en ce moment accuse tout le monde. Les mecs s'en défendent et rapidement une dispute éclate. Et c'est là que j'interviens. Parce que, comme je vous l'ai introduit plus tôt dans l'épisode, je suis un gros défenseur des clanistes. Pour moi, ce sont des gens très bien, qui ont une vision très juste du monde en voyant les chroniqueurs comme des dieux, donc il faut les aider. Et clairement, je prends parti pris, mais genre sans hésiter. Je veux dire, même si ça serait eux, je les aurais défendus. Du coup, je décide d'intervenir, et ça tombe bien, parce que les chroniqueurs peuvent avoir plein de petits effets avec leur vocodeur, qui peut se modifier. Et d'ailleurs, quelques sessions j'ai passé avec un vrai vocodeur pour la session. C'est pas encore optimal, mais je sais quoi, l'acte 3 je trouve pas le truc parfait. Et on a des effets sur le monde de vocodeur, et du coup je le réutilise. J'utilise en fait le truc qui rend la voix très très forte, c'est ça. Exactement. Et ça augmente le volume, donc ça calme tout le monde. C'est ça. Et je simulais aussi des bruits d'éclairs avec le vocodeur pour faire la fureur du mec une fois qu'il a fini. Ce qui a permis de faire fuir les deux qui accusaient les clanistes. Exactement. En plus, je sais pas si tu as été supporté ou s'il vient te remercier un petit peu de ce que tu as fait. Il y a Fernex qui apparaît, donc un personnage qui reviendra plus tard, qui est un chasseur un petit peu, donc un claniste également dans la ville, qui vient avec son chien d'ailleurs, qui se met à aboyer. Il y a une espèce, il y a une première rencontre un petit peu sympathique, une première bonne vision de vous qui se fait entre eux. Et si je me souviens bien, mais il me semble que c'est parce que je les ai aidés, enfin du moins, dans tous les cas je pense qu'on aurait dû aller là, mais toi t'as pu le relier avec ça, qu'il y avait un des deux hommes là que j'ai aidé qui est revenu nous voir, je crois, plus tard dans la soirée, et qui nous a dit Benesato veut vous voir. Oui, exactement, ouais. En fait, c'est. Je crois que je me demande même si c'est pas au début du jour d'après. En effet, ça c'est un des gros passages du bouquin, c'est que
En fonction de qui vous alliez dans cette scène, ça va pas mal changer de choses. Normalement, le bouquin, en effet, essaye d'inciter les joueurs de défendre les deux autres parce qu'ils sont en minorité. Mais bon, si vous auriez défendu les anabaptistes, bon bah ça aurait été la merde quoi. Enfin, ça aurait été la merde. Vous auriez pas débloqué cette suite de la partie qui est quand même, enfin, de la campagne qui est assez importante. Toi, pour le coup, t'as plongé dedans parce que toi, c'était des clanistes, donc dans tous les cas, tu les aurais défendus. Donc toi, en plus, c'est vraiment avec le sourire aux lèvres que le lendemain matin, il y a un mec qui est venu te voir. Ouais. Mais en attendant, il s'est passé un petit détail, c'est que je crois que sur le retour, vous croisez un petit gars en train de bricoler, ou qui a du mal à porter quelque chose, je crois. Bon, pareil, un claniste, hein, un habitant de Lucatoré. C'est pas un claniste. C'est pas un claniste. Ah mais non, c'est un ferrailleur, autant pour moi. C'est un ferrailleur, et du coup, vu que le chroniqueur s'y connaît pas mal en technologie, il lui donne un petit coup de main, et simplement le ferrailleur, pour vous compenser, vous remercier, vous dit si vous voulez l'occasion, passez à ma boutique, j'ai une radio dans l'arrière-boutique, donc si jamais tu veux contacter quelqu'un, n'hésite pas. Ouais, tout à fait. Voilà. Et évidemment, Flux en profite pour faire son show, parce que même si c'est pas un claniste, ça reste quelqu'un d'inférieur, et donc, oui, serre-moi. Exactement. Mais ça sera un contact qui sera du coup utile plus tard. Ouais. Et je me demande si c'est pas ce soir-là où, tandis que vous rentrez, Jacquard en profite pour faire un tour dans la ville. Je me rappelle qu'il y a un soir où il a fait ça. Ouais. Je pense que c'est le moment où on avait essayé de plus récupérer forcément, parce que justement, le lendemain, on nous contacte, comme on l'a déjà dit, pour qu'on aille voir Benisato, mais avant ça, on était en mode, bon, on a déjà vérifié ça, on retrouve pas le chroniqueur, parce que j'ai passé du temps à chercher le chroniqueur. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va peut-être attendre, voir comment les choses passent, et on a bien fait. Au final, la solution nous arrivait droit dans les mains. Le lendemain matin, les joueurs sont réveillés par quelqu'un qui toque à leur porte. En ouvrant, ils réalisent que il s'agit d'un des jeunes qu'ils avaient sauvé le jour d'avant, donc un des clanistes, qui vient voir Flux et lui dit que, en fait, lui, il fait partie des gardes, je crois que c'est le neveu de Ennio Benisato, un embrassé éminent de la ville, puisqu'il s'agit du frère d'Altair, donc la personne qui a été assassinée, et qui souhaiterait les rencontrer. Ils vont donc se rendre chez lui et déjà rencontrer sa femme, Gala Lombardi, et assez vite comprendre pourquoi est-ce que ces deux gars avaient eu des emmerdes. C'est qu'en fait, dans l'univers de Genesis, et en tout cas surtout dans ce contexte historique-là, la ville étant aux Anabaptistes, donc dirigée par Altair, son frère, lui, est un claniste, marié avec une claniste, et donc a, on va dire, refusé le côté anabaptiste de la vie, et donc ça plaît pas trop. Et du coup, les gens, il y a déjà des rumeurs qui circulent comme quoi ce serait son frère qui l'aurait fait assassiner pour prendre sa place, ou peut-être quelque chose comme ça. Au final, du coup, ce qu'il vous dit, c'est bon, les gars, moi, cette situation là, elle m'embête parce que, enfin, elle m'embête. Voilà, on m'accuse, moi et ma famille, on s'en prend à mes neveux. Vous les avez défendus, vous m'avez l'air d'être des gens bien, vous êtes extérieurs à l'histoire, donc je vais vous demander d'enquêter là-dessus. Eux, ça les arrange bien, ils enquêtaient déjà dessus. Mais en fait, moi, ce que je vais vous donner, c'est mon passe-droit. Donc il va leur donner des passe-droits pour pouvoir accéder à des zones de la ville auxquelles ils n'avaient pas accès avant, qui vont les aider pour la suite. Puisque lui, ce qui les gagne, en fait, c'est que si jamais ils arrivent à trouver le véritable coupable, il est dédouané, parce que lui, il se sent innocent. Voilà. Ouais, exactement. Très bon résumé de toute la scène. Et on est, à ce moment-là, c'est comme moi, et j'ai l'impression que le groupe aussi, mais peut-être que je me trompe avec le recul, j'ai l'impression qu'on est plutôt de son côté, bon bah écoute, tant qu'à faire, il nous donne des ressources, il a l'air plutôt innocent, on bosse pour lui sans trop de problème. Hein. Ouais. Et pour spoiler peut-être un peu la suite, de toute façon on raconte l'histoire, vous êtes là pour ça. Je sais qu'après on a parlé avec Emina, oui c'est ça Emina Gala Lombardi. Non, j'ai plus les mots quand on tourne. Émissaire de fer. Émissaire de fer. Neva, l'émissaire de fer. Neva, putain, rien à voir avec Emina. Je sais qu'après on avait parlé avec Neva, l'émissaire de fer, et moi je l'avais pas du tout aimé, je crois qu'elle nous paraît super mal. Ou alors c'est oui, et puis elle vous avait reproché, je crois, d'avoir la marque de Lombardi. Ah, c'est logique. De Benisato. Ouais, mais c'est logique. Ouais. Mais voilà, en tout cas, je sais que notre choix était plus ou moins fait. Parce qu'en effet, elle était à l'origine des rumeurs. En effet, je pense qu'on peut essayer d'accélérer un petit peu. Tout à fait. Ils sont également plus tard contactés donc, de nouveau par Lucio Bastardo, donc le chef de la garde, pour leur dire Neva vous autorise à aller lui parler un petit peu. Les joueurs vont en profiter un petit peu pour enquêter au niveau du cloître, donc voilà le donjon. Et vont la rencontrer elle aussi. Et sauf qu'en effet le courant passe bien moins, elle vous parle mal. Globalement, elle vous considère comme des parasites qui viennent
dans la ville foutent la merde. En plus, vous portez la marque de celle qu'elle accuse être l'assassin. Donc, en effet, ça se passe mal. Ça se passe mal. Clairement, on n'a pas envie de bosser pour être Cassandra. Non. Mais dans tout cas, on va le faire. Est-ce que c'est là qu'il y a les aventures du chien ou j'ai un doute Parce qu'en vrai, il se passe beaucoup de choses en même temps. Je pense qu'on peut déjà faire très rapidement l'interlude du one-shot qui arrivait entre C'était là plus ou moins, ouais. Ouais, bah, de toute façon, au pire, c'est pas très important. Le one-shot, c'est parce qu'il manquait un des joueurs et que tant qu'à faire, il fallait compléter quand même avec une session. Et donc, au mieux d'arriver à continuer sans le joueur et qu'après ils doivent rattraper toutes les intrigues, parce que clairement, c'est une campagne intrigue là. Oui, c'est ça, ce serait vous faire rater la session en joueur, ce serait dommage. J'ai décidé de créer un petit scénario un peu à part. C'est tout con, pendant leur enquête, les joueurs sont contactés par des chroniqueurs. En tout cas, toi, tu trouvais. Je suis contacté par la centrale en fait. Oui, c'est ça. Alors, nouveau jour, encore une fois, ça c'est un récurrent. Quelqu'un toque à la porte, c'est le ferrailleur, il dit ouais, tu te rappelles de moi, on était allé dans un boutique machin. T'avais contacté les chroniqueurs à la radio, bah, ils viennent de te recontacter, donc viens chez moi et va leur parler. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens technologiques pour communiquer là-bas, il n'y a que la radio du ferrailleur. C'est ça. Du coup, bah, on s'y rend. Moi, j'en profite pour insister sur ce chroniqueur si j'arrive pas à avoir d'informations. Ils me disent il n'y en a pas du tout qu'on a été envoyé à Lucatore, c'est bizarre. Bon, ok. Sinon, pourquoi vous contacter? On a une mission pour toi. On avait des chroniqueurs qui faisaient un trajet entre deux villes qui se trouvent un peu en carré. Et ils ont un artefact très important, mais on n'a plus de nouvelles d'eux. Ils ont disparu totalement sans donner de nouvelles. Il y a exactement tant d'heures que ça. Et avant que tu ailles enquêter là-dessus, t'emmènes qui tu veux. Ce qui compte, c'est ramener l'artefact. S'il n'y a personne, on s'en fout. Clairement, si tu dois faire un choix entre sauver quelqu'un ou sauver l'artefact, sauve l'artefact. Le chroniqueur, on s'en moque. Oui, voilà. Et bon. Je me dis, très bien, c'est une petite mission habituelle, il faut bien aider la centrale. On va passer les étapes de fouille où vous quittez la ville. Accessoirement, vous devez demander l'autorisation pour pouvoir quitter les lieux pour pas que la garde pense que vous êtes enfui. Classique. Ce qui compte, c'est qu'on s'y rend. Vous tombez, le chroniqueur, toi t'avais quand même un petit peu l'espoir que ça éventuellement ça puisse être celui que vous aviez déjà croisé, ça n'a rien à voir, c'est absolument pas lui. Vous vous rendez compte que en fait, son chariot a été dévié de sa trajectoire parce qu'ils ont été attaqués par des Gendos. Exactement. Ouais. Et on est en train de le sauver quand tu nous mets la puce à oreille que des Gendos sont en train d'arriver. Et on se prend en fait tout simplement une grosse attaque de Glendos, enfin une grosse. En réalité, ce qui se passe, parce qu'on va dire déjà ce que tu nous avais révélé, c'est que ces Glendos là étaient juste là pour faire diversion pendant que la vraie troupe arrivait par derrière pour nous encercler. Ça, du coup, vous gardiez 4 Gendos pendant 5 minutes, tandis qu'il y en avait 10 qui étaient juste derrière, qui s'approchaient et que ça peut vous attaquer par surprise. Par chance, on arrive à s'en sortir, effluxé, bien blessé. Vraiment, en fait, le combat était assez mortel. Comme quoi, il ne faut jamais rien sous-estimer dans des Genesis. Le combat est assez mortel, mais on arrive, en fait, parce que la malchance a fait que l'alpha, entre guillemets, le plus fort, c'était ça, en fait, et en fait, si on tape l'alpha, les autres partent. L'alpha s'en prend à Efflux n'est pas fait pour le combat. Efflux, c'est un soutien dans le combat, il y a des trucs qui peuvent étourdir les ennemis, je peux monter l'ego, c'est la fatigue, en gros, hein, rappelez-vous. On va pas réexpliquer tout le système de jeu, parce qu'on n'explique pas vraiment, de toute façon, dans le gros l'histoire. Mais voilà, je suis plus un soutien qu'un combat, et moi je me trouve au corps à corps avec l'alpha, ce qui fait que je galère. Les autres s'en sortent pas mal avec les petits, mais en fait ça sert à rien parce que tant que l'alpha est là, on va quand même se prendre toute l'attaque et on va continuer. Et du coup il y a vraiment eu un coup de chance sur le fait que à la fin, je crois que c'est Mokosh qui s'en sort et arrive à défoncer l'alpha, ce qui fait que tout danger est écarté. Mais sur le coup, ça a été un combat assez rude pour ça. En tout cas, ils sont gérés et les autres commencent à avancer. Moi, je parlais avec le chroniqueur, du coup, un peu en privé. Et on commence à avoir une discussion, sachant que des Glendos arrivent, lui, il est blessé. Et c'est vrai que le MJ me fait une petite tentation pour voir un peu le personnage des Flux, comment il est. Parce que il est très vantard, ce chroniqueur, chose qui n'est jamais commun chez un chroniqueur, hein, bien entendu. Il est très vantard, il me montre son nouveau équipement qu'il a eu, qui est super, etc. Et clairement, le MJ qui assiste bien en mode il s'étend sur un arbre en étant essoufflé, blessé, etc. Fatigué, un peu plus, il a pas de souffle. Clairement, la situation, c'est je suis seul avec lui. Il y a des Glendos qui arrivent, on commence à entendre arriver le reste de la troupe venu venger leur frère mort. Donc il y a des Glendos qui arrivent, donc si jamais il meurt, je peux juste dire qu'il a été dévoré par les Glendos. La mission est quand même réussie, l'artefact est en train d'être ramené par Mokosh et Torik. Du coup,
là, si j'ai envie, je récupère son objet, je sais plus ce que c'était, parce que du coup, j'ai pas fait. En fait, il se vantait de ses modules. Oui, voilà. Et du coup, en effet, en fait, la grosse tentation, c'était est-ce que tu allais l'abandonner ou le suriner et lui piquer ses modules et partir en disant bah les Genos sont chopés, désolé. Ou est-ce que je repars avec? Sauf que Flux, bah, vu que c'est l'élu, bah, y a pas besoin de ça. Donc en fait, je le trouve juste sympathique et il le ramène là-bas. C'était vraiment, pour moi, le gros intérêt de cette saison, parce que bah, le combat, c'est pas trop le truc des Flux. Mais du coup, voilà, la petite tentation était rigolote. Et du coup, on repasse à l'histoire principale. C'est vraiment la petite pause dans le truc. Aparté pour gagner l'XP, quoi. C'est ça. Du coup, nouvelle partie, cette fois-ci, pour aller vite, en fait, les flagellants arrivent en ville. Pour rappel, ils avaient été virés de l'hospice parce qu'il fallait faire de la place pour les flagellants. Donc, cette espèce de culte de la purgarée, où en fait, pareil, ce sont un groupe, donc un clan donc, de clanistes, qui sont donc ici menés par Skiroko, et qui ont comme particularité, en fait, donc, de se balader torse nu avec des espèces de gros fouets et en fait de se flageller, donc leur nom les flagellants, pour s'absoudre de leurs péchés. S'ils viennent jusque là, c'est parce que pour eux, la mort d'Altair est le premier signe d'une suite qui va entraîner la destruction de Lucatore. Et du coup, les flagellants ont ce côté en fait, ils sont plus ou moins ennemis avec les anabaptistes, mais le peuple est avec eux. Parce qu'ils ont cette espèce de respect du peuple, ce qui fait que on leur laisse l'entrée dans la ville et on leur laisse, enfin ils arrivent à s'installer en fait. Même si ce qu'ils disent, les paroles qu'ils tiennent sont à l'encontre des anabaptistes. Les anabaptistes peuvent rien faire contre eux parce que s'ils sont près d'un flagellant, le peuple va se soulever en fait globalement. Durant l'une des scènes justement sur les estrades des flagellants donc, et de leur charismatique leader Skiroko qui parle à la population leur décrivant ce qui les attend, Fernex, que vous avez déjà croisé plus tôt, vient vous parler. Vous recroisez aussi Carmino Ferro et d'un seul coup vous entendez du bruit au niveau de la foule et le chien de Fernex se met à faire absolument n'importe quoi. Je crois qu'il se met à attaquer des gens ça, et je crois que oui c'est ça, et Jacquard l'élimine à mon avis. Il me semble que c'est ça. Et Jacquard voilà, il est en mode ce chien est un danger pour la population, il chope son marteau, il l'éclate au sol. Fernex est dégoûté bien évidemment, mais bon sa bête semblait souffrir à mort et en effet ils se rendent compte qu'en fait à l'intérieur d'elle plein de vers, de ténia ou autre. Et je crois quand même qu'elle vomit des ténias à un moment. En fait, elle était empoisonnée par quelque chose, et ça tombe bien pour Skiroko parce que l'empoisonnement, pour lui, était le deuxième signe annonciateur de la destruction de Lucatore, parce que, selon lui, les anabaptistes sont désormais corrompus. Le démiurge est en eux, donc le démon, globalement. Du coup, Fernex lui décide de repartir. Il se dit putain, il comprend pas pourquoi ça arrive à sa bête. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est parti en forêt il y a pas longtemps et qu'il a dû se passer quelque chose là-bas. Du coup, il décide de repartir. Il prend son fusil, il s'en va. Carmino Ferro lui discute rapidement avec les joueurs. Il lui dit, c'est vrai qu'on va passer brièvement, mais il y a un autre mec qui est retrouvé mort également, qui a été vidé de son sang. Carmino Ferro pense qu'il s'agit là de piqûres de moustiques. En fait, qu'il était comme si des milliers de moustiques, des milliards de moustiques s'étaient posés sur lui, il avait vidé l'intégralité de son sang. C'est vrai. Du coup, lui il décide de rester là pour mener une autopsie, je crois bien, tandis que les joueurs, eux, vont suivre Fernex et tenter de le retrouver dans la forêt pour essayer de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Ouais. Et bah du coup, si tu veux, je reprends la forêt. On va du coup à la forêt, de toute façon on n'a que ça à faire. Déjà sur le trajet, est-ce qu'on croise d'abord les chasseuses, c'est ça? Oui, avant de partir, vous les croisez. Tout à fait. On croise les chasseuses, justement, on lui demande est-ce que t'as vu Carmino non, pas Carmino, désolé. Si t'as vu Fernex. Il nous dit non, pas du tout, mais si vous partez dans la forêt, partez pas comme ça, enfin j'en sais stupide, vous allez mourir au premier truc. Il nous donne un peu d'équipement. Je dois avouer, je n'ai plus souvenir exactement. Et la question que du coup je vais te reposer, parce que chez moi je sais jamais, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est Fernex qui nous donne les colliers? Au pire, c'est pas très grave. Est-ce que t'as juste un flash comme ça qui te donnerait genre une vérité absolue? Non. Je crois que c'est elle qui vous les donne, mais je crois que c'est lui qui vous explique à quoi ils servent. D'accord. Donc elle je nous crois donne, que c'est lui qui vous dit de les garder, de les mettre en permanence. Ok. Il me semble. Elle nous donne des colliers, donc des colliers sur lesquels il y a un verre qui sert de pendentif. Ouais.
un verre genre miroir. Non, il y en a plusieurs, il y a plusieurs miroirs, Il y a plusieurs miroirs accrochés. D'accord, excuse-moi. Il y a plusieurs miroirs accrochés du coup sur ce collier. Et elle nous en donne à chacun, elle nous donne 2-3 équipements. Effectivement, là comme ça, il y a déjà plus de chances de survie dans cette forêt. On fait, bon, d'accord, ça a l'air super chelou. Vous savez par où il est parti? Ouais, par là. Ok. On suit les chemins. Déjà sur les chemins, il y a des espèces de mandalas dessinés au sol. Chose qui fait déjà peut-être un peu écho alors, pour les personnages de la campagne 1 à ce qui a déjà été un peu trouvé aux alentours de Manhunter. Manhunter. Excuse-moi, j'ai du mal à faire Moonhunter, merci. Et surtout, vous aviez croisé même des gens qui avaient qui gribouillaient ces signes dans un cahier de notes. Tout à fait. Alors ça, on l'avait passé sous silence parce que on a eu des petits problèmes à la saison 1 avec les sessions solo entre guillemets. Pas de soucis, ouais. Mais du coup, on n'en parlera pas. Mais oui, il y a eu de toute façon des petites histoires avec juste Mokosh et Abby, et effectivement, ça nous rappelle, il y a des échos, voilà, il y a des échos par rapport à la saison 1. On s'enfonce dans la forêt, et il y a, avant de trouver Carmine Ferro, c'est vrai, une attaque par des sangsues. Ouais, c'est ça, des espèces de sangsues géantes, de la taille d'une main. Vous découvrez aussi des corps d'animaux, de carcasses accrochées dans des arbres ou autres. Et justement, on doit se défendre de ça. Je crois de souvenir, ça, le groupe a pas trop pris cher. Je crois que tout ça qui a pris cher, étrangement, c'est Fuse de souvenir. Oui, c'est ça. Je l'ai passé sous sa tenue, qu'il était obligé de les décrocher. J'ai pas eu, en plus de ça, tant de mal que ça. Donc en vrai, ça va. Ça c'était vraiment plus un événement pour nous mettre dans l'ambiance de il y a quelque chose d'hostile que plus un vrai truc dangereux. Tandis que Toric, lui, se rendait compte avec son mollusque que ce dernier commençait à battre et donc de plus en plus fort, ce qui, pas énormément, mais laissait présager que la zone n'était pas extrêmement sûre. Puisque le mollusque bat en fonction de la contamination de la zone par les spores. Tout à fait. Du coup, on s'enfonce dans la forêt jusqu'à trouver Carmine Ferro. Non, pas du tout, toujours pas. Fervex, je suis désolé, je sais pas pourquoi. Alors, je confonds pas les deux personnages, je confonds juste les noms. L'un c'est hospitalier, l'autre un chasseur. Oui, ça n'a rien à voir. Non, mais vraiment, je confonds pas le personnage quand je dis, juste le nom. Bref, du coup, on trouve Fervex et il est caché dans une espèce de buisson un peu en dessous du niveau de la terre. Une fois avec Fervex, il nous dit de nous cacher immédiatement, etc. Il a des jumelles sur lui. Il nous dit de mettre les colliers, hein, surtout faut pas les lâcher, et va demander à l'un d'entre nous, et ça sera Jacquard qui le fait, de regarder dans ses jumelles dans la direction donnée. Et ce qu'il voit et tue sur le moment, c'est-à-dire que tu l'as fait en privé avec lui, oui. Tu l'as pour garder un peu le mystère, ce genre de choses. Mais nous maintenant, c'est un peu, moi je me suis spoilé avec des images sans faire exprès, mais bon, c'est la vie. En gros, il voit une grosse créature capuchonnée avec des dents qui dépassent. Quoi. Clairement un homo de Genesis. Ah. Donc en fait, il commence à comprendre que, en tout cas ce que Fernès leur avance, c'est que la forêt en fait est une immense, on va dire, réserve à insectes qu'un homo de Genesis est en train d'élever et qui s'apprête à envoyer sur la ville. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais déjà, on avait parlé du fait qu'il y a des gens qui disparaissaient parfois en forêt un petit peu. Oui. Et en fait, ils servaient simplement de nourriture à ces bestioles-là. Tout à fait. Et du coup, bon, ça va pas mal. Il nous dit en même temps que cette créature, pourquoi il faut garder les miroirs, c'est parce que cette créature, en fait, n'aime pas se rappeler que c'est un homo de Genesis. Il vous le dit pas à ce moment-là. Ah bon? Il nous le dit plus tard? Ouais. Pardon, c'est juste de le garder parce que ça vous protégera. Ah, d'accord. Ouais. J'avais l'impression quand on en parlait, j'avais l'impression que c'était ça. Bon, il nous dit de les garder, de toute façon, c'est ce qui nous protégera. À ce moment-là, il vous dit surtout cassez-vous, allez prévenir en ville, parce que lui, il avait un doute quand il a vu ce qu'il y avait à son chien, mais il n'en était pas sûr. Là, il en est désormais sûr. La ville est en danger, il faut que vous couriez pour aller sauver. C'est que tout le monde, notre but là, on se met à courir avec une seule chose en tête, c'est d'aller prévenir la ville pour qu'on fasse tout et qu'on demande de l'aide, des renforts, nanani, nana. On court pour aller en ville et sur le trajet, en fait, avant d'arriver purement à Lucatore, on tombe sur un petit camp qui est installé en amont de celui-ci. Aux abords de la ville. Et caché, oui, effectivement, caché. Bah, de toute façon, par la forêt, ce genre de choses, ils se sont pris un petit truc qui est caché. Et dans ce petit camp, en fait, en passant, au début, nous, on vient juste pour dire « Hé les gars, on a besoin d'aide, on a trouvé un truc horrible, enfin, restez pas là, c'est dangereux, tout ça. » Au début, on vient en contact, mais il y a une personne qu'on connaît, en fait, dans le lot des personnes dont on discutait, c'est Neva l'émissaire de fer, qui visiblement était en pleine affaire avec l'un de ses hommes. Avec des Romanos. Vous arrivez à les Romanos facilement, dont Papa Chico, qui nous sera présenté par le combat. Neva se casse en mode tuez-les,
aucun témoin tué et elle se casse vers la ville. Du coup, un combat obligé. À la base, on n'avait pas très envie de se battre, mais bon, et surtout, je me souviens que il y a eu des premiers tours, on essayait de les résoudre. Non, mais écoutez, il y a des homodégénésis, hein, genre. Il y a eu le temps de dire, ah non, les couilles, on va juste vous dépouiller. Fort heureusement, Toric avait un lance-grenade dans son fusil. Et du coup. Et t'as oublié aussi de préciser un truc, c'est oui. qu'au début de la scène, Vas-y. oui, les Romanos tuent quelqu'un. Oui, Alors, mais ça paraît accessoire comme ça, mais ceux qui ont joué ou qui connaissent le jeu connaissent sans doute le personnage de Tom le Noir, qui est un personnage vraiment assez important de la campagne que les joueurs ont incroyablement, sans le savoir finalement, esquivé chacune de ces 3 apparitions sur les 5-6 parties qui doivent constituer la campagne, donc ce qui fait quand même un personnage assez récurrent normalement. On l'a juste jamais croisé. En fait, c'était très drôle parce qu'on a su qu'il était important. Parce qu'il a fait, ah, vous voyez cette personne mourir. Il nous envoie une photo, une illustration officielle des Genesis. Qui meurt juste comme ça. Et du coup, on est en mode, oh putain, on a raté un mec. On est en mode, ah, les cons. Il avait une importance, il avait une histoire, il avait un background entier, il avait même une feuille de personnage dans le bouquin, mais il est juste mort en moins de quelques secondes parce que vous l'avez jamais croisé, donc il a décidé d'attaquer tout seul les Romanos et Papa Chico et il est mort. C'est la vie. Mais ouais, du coup, c'est vrai qu'il fallait indiquer. C'est vrai que moi, comme j'ai moins l'anecdote que toi, parce que j'ai vraiment pas encore conscience de l'importance, je pense que le jour où. Non, en vrai, ça allait, mais bon, c'était. Oui, bon, c'était. Oui, ouais, il a pensé quand même quelques fois, tu vois, c'est un peu. Oui, c'est ça. Un peu comme un Febrex, mais en peut-être moins clé. Non, en vrai, oui, un peu comme un Fernex. Ok. Bref, on les défonce et on se rend du coup à la ville, hein, parce que notre but c'est maintenant de prévenir tout le monde, etc. On se rend du coup au cloître. Hein. Pour essayer d'aller au sommet du cloître, pour tirer le truc et chercher surtout les pistolets. D'abord, vous passez vite fait, donc quand vous rentrez dans la ville, vous tombez sur Carmino Ferro, je crois, qui vous emmène, il vous fait courir, circuler dans quelques ruelles parce qu'en fait, pendant que vous étiez parti, on a accéléré, mais en fait ça prend plusieurs jours, hein, le trajet sur place, vous avez dû dormir dans la forêt. Les flagellants en fait ont pris le contrôle de la ville, ils ont fait se soulever la population et vous tombez sur la scène de Skiroko qui sur la place publique commence à, je crois, crucifier des gens, dont des PNJ d'ailleurs que vous avez peut-être dû croiser, ou pareil un autre PNJ important qui était Verana, je crois que vous lui avez à peine parlé, mais bon bah c'est ça aussi la liberté, c'est que vous n'allez pas forcément voir tout le monde, là où d'autres PNJ pas forcément super importants sont plus détaillés avec vous. Comme par exemple Carmelo. Et donc vous voulez agir pour essayer de la sauver, il me semble. Sauf qu'au moment en fait, où vous arrivez dans cette scène, vous entendez un essaim énorme, gigantesque arriver. Et en fait les Romanos vous ont fait perdre trop de temps. Et la ville est déjà en train de se faire attaquer par le mode des Genesis qui envoie ces légions d'insectes détruire la ville. Enfin, détruire la ville, tuer tout le monde. Voilà, c'est une première vague, globalement, annonciateur de ce qui arrive. Donc là le temps presse, vous êtes obligé de partir. Je crois que sur le chemin justement il y en a un, je me demande si c'est Jacquard ou Toric qui va quand même en profiter pour faire un détour jusqu'à Skiroko et lui régler son compte. Il me semble qu'il meurt, hein. Il me semble qu'il y en a d'entre vous qui le tue. Mais dans tous les cas vous courez jusqu'en direction du cloître parce que vous savez que là-bas se trouve un fusil de détresse qui va vous permettre de prévenir les Helvétiques qui se trouvent pas loin pour qu'ils viennent en support et protéger la ville. Exactement. Chasser le mode des Genesis, sauver les gens qui les blessaient, aider à reconstruire et voilà tout ce qui va avec. Les joueurs donc se courent en direction du cloître, ils croisent quelques gars qui vont plus ou moins vous aider ou non. Vous êtes obligé de vous infiltrer dans l'une des parties du cloître et vous tombez d'ailleurs sur une scène où vous entendez Abacus discuter et où il demande à certains soldats de se débarrasser du même fusil de détresse que vous recherchez. Donc ça vous donne quand même sa position, donc vous essayez de vous y rendre avant eux. Et sans trop savoir pourquoi est-ce que lui veut s'en débarrasser, visiblement il a quelque chose à cacher. Il veut pas que les Helvétiques arrivent, ils sont fous qu'un homo de Genesis pour lui est quelque chose pour lui, si les Helvétiques arrivent c'est pire. Et donc vous vous y rendez. Au moment où vous tombez sur le fusil de détresse, donc là vous êtes à l'intérieur du cloître, hein, donc du donjon, donc en milieu des soldats qui courent, vous infiltrez, vous devez en éliminer un ou deux, peut-être en les assommant dans certains couloirs. Vous entendez le bruit d'une détonation d'un seul coup, et derrière vous, vous voyez Carmino qui vous avait suivi s'écrouler au sol. On vient de le tirer dessus, et il s'agit en réalité donc de Neva, l'émissaire de fer. Non, de Lucio Bastardo, je crois que c'est lui qui lui tire dessus. Et lui-même, je crois, se fait tuer par Neva.
Je sais plus exactement comment ça se passe. Ça a l'air d'être sûrement ça. Ou alors Ça, c'est le elle le bordel, sauve pas à un moment, elle en a pas la possibilité, mais je crois qu'il trouve la mort. Désolé, c'est un petit peu flou, parce que la scène de fin, c'est le moment où toutes les timelines, enfin toutes les fils rouges se rejoignent et tout pète. Donc il y a l'Homo de Genesis qui attaque, Lucio Bastardo qui était aux ordres de Neva, elle leur demande d'éliminer les joueurs, puisque les joueurs l'ont vu s'enfuir. Ils ont compris qu'elle avait quelque chose de bizarre et quelque chose de louche à voir avec l'histoire. Ils soupçonnent même très fortement qu'elle soit liée à la mort d'Altair, puisqu'elle semblait avoir donné de l'argent aux Romanos, ce qui est louche. Les joueurs en profitent quand même pour tirer la fusée de détresse, et un combat commence à s'engager entre Mokosh et Neva l'émissaire de fer, qui d'ailleurs possède avec elle, je crois, déjà à ce moment-là, ou alors il arrive après. Décidément, c'est un peu flou cette scène de fin. Mais en même temps, il faut vraiment voir que c'était un bordel ouf. Hein. Oui, c'est ça, c'est le moment où c'est la bataille finale, quoi. Il n'y a pas de tout, en vrai, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a un naissant insecte qui est en train d'envahir la ville, vous essayez de vous éloigner, vous trouvez la truc... Voilà, donc tout le monde se fout sur la gueule. Mais du coup, je crois que c'est le moment où apparaît Vical. Et Vical, c'est un élément un petit peu étrange, puisque... Ah non, il est plus bas. Non, il tombe, mais il est en haut, normalement. Il est en haut de la tour. Ah, donc okay. Ça date à ce moment-là qu'il arrive. Vical, en fait, c'est l'enfant d'Altair, le véritable enfant d'Altair et de Neva. Mais ce n'est pas leur fils... enfin, comment dire... En fait, c'est leur fils décédé. Qui est censé, en tout cas, être décédé. Et normalement, plus tôt, on vous avait déjà parlé de Neva et de sa tristesse, de sa dépression. Oui. Qu'avec Altair, ça allait plus trop bien parce qu'ils ont perdu leur enfant il n'y a pas longtemps. Et bien, visiblement, il est encore là. Et il se trouve, en tout cas, son image, c'est assez évident, que c'est un aberrant. Et donc là, le lien se crée dans la tête des joueurs. Un aberrant, c'est donc encore une fois un enfant Homo de Genesis, un bébé Homo de Genesis. Et en fait, Barghest, qui est donc l'Homo de Genesis que vous avez croisé dans les bras, qui élève des insectes, et ben en fait, il est là pour aller le récupérer. Il entend, il arrive à entrer en connexion avec l'enfant, et son objectif est de venir le récupérer. Vous commencez à comprendre aussi que la mort d'Altair est plus ou moins liée à ça, mais vous savez pas encore exactement comment. Tandis que Neva, elle, se débarrasse avant tout, je crois, de Lucio Bastardo. Hein. Il me semble que c'est elle qui le tue, avant d'engager le combat avec Mokosh. Le combat avec Mokosh, d'ailleurs, se finit par Mokosh qui jette Neva l'émissaire de fer, donc pour appeler sa supérieure, du haut du cloître, et qui la laisse s'éclater en bas. Ah, le fait, non, sans doute. Hein. Il y a vraiment eu besoin des joueurs qui la poussent. Bien sûr, ouais. Parce que Mokosh, il reste très fidèle aux Anabaptistes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est le moment que décide d'utiliser... D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas le Fureur de Mokosh qui vient vous aider aussi dans ce combat. Mais dans tous les cas, c'est le moment que décide d'utiliser Barghest, donc le modèle Genesis, pour venir attaquer lui-même le cloître et récupérer l'enfant, qui donc se trouve à ce moment-là au niveau des joueurs. Barghest, il a des pouvoirs assez puissants qui lui permettent assez rapidement en fait, de détruire une grande partie du cloître. Les joueurs font donc une chute quasiment d'un étage à moitié amorti par quelques obstacles dans la tombée, donc quelques pillards, etc. Lors d'une seconde attaque contre des orgastiques venus défendre et devenus l'attaquer, il fait exploser le sol et les joueurs tombent cette fois-ci dans les sous-sols du cloître, donc là où est créé lui le Élyséen. Et un combat s'ensuit contre le modèle Genesis. C'est le second qu'affrontent les joueurs, sauf que celui-ci a l'air beaucoup plus puissant, trop puissant même. Il est capable en fait d'effectuer des espèces de rayons de lumière qui, presque à l'image de laser, vont découper des gens. Assez rapidement comme ça, il élimine plusieurs orgastiques venus défendre. En fait, il est dévastateur. Certains joueurs, vite fait, doivent être sauvés par leur collier. D'ailleurs, je me demande si c'est pas Efflux qui se fait à peine attaquer grâce à ça. Mokosh dans la chute perd énormément de points de vie, elle avait déjà été blessée par Neva, l'émissaire de fer. Il me semble que Mokosh termine le combat contre Barghest avec un point de vie, elle doit se prendre un coup. Donc un point de vie dans Genesis c'est vraiment très peu, c'est-à-dire qu'au moindre coup le personnage meurt. Il n'y a pas de jet de sauvegarde, il n'y a pas de jet de soin, le personnage meurt. De toute façon, tout le monde a fini dans un mauvais état à la chute. Oui. Puisque avant de faire la dernière chute pour affronter le modèle Genesis, il y a eu besoin d'un petit discours d'Efflux. Oui, c'est vrai. Des bonus du coup. Tout simplement grâce à mes modulateurs de voix.
J'ai pu prendre Codeur, une voix qui surpassait les bruits de panique dans la ville pour motiver un peu tout ça. Et ça a juste servi à les relever. Vraiment, à ce moment-là, c'était vraiment. On a tous pris cher. Parce qu'on chutait quand même de plusieurs mètres, ça fait pas du bien. Donc, du coup, oui, on est tous défoncés de toute façon pour commencer le combat entre guillemets avec lui, même si c'est pas un combat frontal. On le sait, on le voit, il est beaucoup trop puissant pour nous. Et on cherche plus ou moins à essayer de trouver quelle est vraiment la façon d'arriver à bout. On essaie d'interagir avec pas mal d'éléments du décor, ce genre de choses, essayer de balancer des trucs sur lui. Bon, c'est un choix, surtout qu'il tue des gens, mais à la peine. Hein, ouais, et puis vous avez déjà perdu beaucoup de monde. Carmine Ferro s'est fait tuer d'une balle. Neva est éliminé aussi, donc là il reste plus beaucoup de monde à part vous donc pour encaisser les coups. D'ailleurs les choses commencent à devenir un peu plus claires par rapport à Vical et de la raison du meurtre d'Altair, mais là les joueurs n'ont pas le temps d'y penser pour l'instant. Ils combattent. Et Toric, donc l'hospitalier, en tentant d'affronter, en tout cas de dévier Barguès, prend un dangereux coup au niveau du bras qui lui fait perdre son bras gauche et Toric s'écroule en arrière quasiment inconscient. Tandis que Barguest, lui, charge un second coup. Il faut savoir que son coup le plus puissant, globalement, peut quasiment one-shot un joueur, en tout cas Toric en serait mort. Et au moment où il s'apprête à tirer, il y a Jacquard qui se jette sur Toric pour essayer, je crois, de le dégager, mais qui arrive trop tard, et qui du coup encaisse le coup à sa place, malheureusement, et s'écroule au sol, coupé en deux. Pas à l'horizontale, mais à la verticale. Donc il faut imaginer un Jacquard qui s'écroule, sans sa jambe gauche, sans son bras gauche, avec la moitié du visage calciné et avec une oreille en moins. Bon, lui pour le coup il va finir la partie inconsciente. Ensuite, Flux, lui aperçoit Fernex, donc le chasseur qui était resté dans la forêt pour revenir en mode de Genesis mais qui a échoué, arriver et leur donner 2-3 instructions pour tenter de s'en sortir. En fait, bon, globalement, la grosse instruction principale, et les joueurs commencent à le comprendre, c'est qu'ils n'ont rien à faire contre lui, donc ils peuvent que lui laisser l'enfant, donc l'aberrant, en fait, et prier pour qu'il les épargne. Le choix qu'on avait, c'était soit on lui rend l'enfant, soit on le tue. Ouais. Sauf que le problème, c'est que si on le tuait, on savait pas comment il allait réagir et que ça pouvait être très très mortel. Oui, exactement. Du coup, on n'a pas chance, vous l'aviez fait trop peu de dégâts. C'est un peu le principe du boss, hein. Généralement à la fin de ce bouquin, la plupart du temps, en fait, soit les joueurs comprennent qu'il faut pas le tuer, soit ils meurent tous. Voilà. Ici, on a quand même eu du chance par rapport à la première campagne, il n'y a pas de mort, il y a des joueurs qui finissent très mal un bras. Il y a 3 membres qui ont été coupés en un combat, il y en a un qui finit à un PV. Mais vous vous en sortez. Et d'ailleurs, vous découvrez un passage secret dans les sous-sols du cloître. C'est comme ça qu'on s'enfuit. Dans la fabrique d'Elysen, et vous l'utilisez pour quitter la ville. D'ailleurs, oui, parce qu'en plus, oui, je ne l'ai pas précisé, mais la ville a pris feu. Puisque dans la chute, dans la cohue et le chaos, il y a des torches qui sont tombées, etc. Donc il y a un feu qui a commencé à se déclarer. Vous étiez un petit peu à l'abri au niveau du cloître, mais pas plus que ça, quoi. Et puis il y a forcément les saints également. Vous vous enfuyez. Donc l'homme de Genesis, lui, récupère l'enfant et se met à l'éviter pour partir. Et vous passez par cette espèce de passage secret, une espèce de tunnel qui a été creusé sous le cloître, sans savoir du tout où est-ce que ça va vous mener. Et lorsque vous ressortez, vous retournez au niveau du camp des Romanos, que vous avez tué précédemment. Donc en fait, vous vous rendez compte qu'il y avait un tunnel qui reliait le camp et le cloître. Ouais. Donc vous commencez à plus ou moins vous dire que c'est sans doute par là que Neva avait dû passer la première fois. Ou éventuellement s'enfuir également. Et vous deux, donc déjà les choses commencent à devenir compliquées, mais pour résumer, ça commence à devenir clair dans le sens où, en additionnant on va dire ce que Neva a dit précédemment un peu avant de mourir, vous commencez à, en fait vous comprenez que Neva, l'enfant donc de Neva et d'Altair n'était pas mort comme c'était annoncé, c'était devenu un aberrant, donc Vical. Donc ça allait devenir un homo de Genesis. Ils l'ont fait passer pour moi auprès de la population parce qu'ils ne pouvaient pas le montrer. Donc ils étaient les seuls au courant. Et Altair, lui au bout d'un moment on a eu marre, n'en pouvait plus, il a décidé parce que Neva elle devenait complètement un peu folle en fait par rapport à ça. Il a décidé d'en parler à Carmine Ferro, donc son médecin, son hospitalier à lui.
qui était de retour. Sauf que du coup, ça ne pouvait pas passer et donc Neva a décidé de payer les Romano pour l'éliminer. En échange, elle leur donnait des trésors du cloître, donc des trésors de guerre anabatistes. Voilà comment donc s'est dirigée la trame. La trame globale en tout cas. Mais il reste un dernier élément avant la fin de, on va dire, de cette partie, puisque au moment où vous débarquez dans le camp, vous découvrez, en fait vous surprenez un chroniqueur, le chroniqueur qui vous avait filmé la première fois, en train de fouiller le camp des Romano. Sauf que il a fait l'erreur de retirer son masque, se pensant seul à l'intérieur, puisque tous les clanistes qui s'y trouvaient donc ont fui, et ils se sont barrés après la mort de Papa Chico par les joueurs. Et donc les joueurs le surprennent et découvrent son véritable visage. Est-ce que je te laisse raconter un petit peu la fin? Puisque c'est un dialogue qui va globalement se passer entre Flux et lui. Tout simplement, c'est le ferrailleur. Le fameux ferrailleur qu'on avait aidé, ce genre de choses. Et tout simplement, il me fait bon, ok, bravo, tu vas trouver. Moi, sur le coup, je suis à moitié choqué, à moitié amusé en mode oh, l'enfoiré. Ok, bon jeu. Flux prend très mal les jeux, enfin, prend rarement les choses très mal, hein. Il est un peu au-dessus de ça. Et seulement, bon, il est en mode bon, maintenant, soit on se tue, soit bon, vous me laissez partir, vous dites rien. Et moi, je peux vous donner ça, et c'est un. Et je viens d'oublier ce que c'était, c'est ce qu'il nous a donné. Ah, le disque Merci. Mince. Jamet. Ouais, le disque des Jametan. Ah, ouais, le disque de Jametan. Mais ils portent le nom de leur. Non, je sais pas, j'ai oublié. Ouais, en tout cas, ils nous disent le Jametan, sans nous dire forcément de toute façon ce que c'est réellement. Ils nous Ça, disent c'est juste le disque de GMA. de GMA, et ils nous disent juste, bah voilà, je vous donne ça. Et je me rappelle que de toute façon, c'était à moi qui revenait la décision, et que du coup, je galérais, parce que comme je ne savais pas exactement ce que c'était Est-ce l'objet. qu'on le bute? Est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et au final, je me dis, bon, allez, c'est beau Parce jeu. qu'en fait, si vous la proposez, c'est en fait, il était surtout en mode ça, c'est une relique importante, je vous la donne et en échange, vous avez vu mon visage, puisque en fait, dans les chroniqueurs, il y a un groupe de chroniqueurs qui falsifient leur identité. Donc, en fait, ils n'arrêtent pas, ils passent leur temps à changer d'identité. Vous avez vu son véritable visage, donc vous avez décidé De laisser partir. C'est ça, de le laisser partir, puisque lui vous a donné le disque en échange, on va dire, de son secret. Oui, et surtout de son secret. Mais après, honnêtement, c'est un chroniqueur, j'avais aucune raison non plus de lui marcher dans les pattes, surtout que puis il est sûrement en lien avec la centrale, ce genre de choses, donc aucune raison d'avoir une haine quelconque entre lui. Et ça se finit comme ça pour le moment présent, parce que tu t'es amusé à nous faire une petite scène post-générique. Non, d'abord il y a le retour chez la fin. Ah oui, c'est vrai, bah oui, bien entendu, je suis bête. Ouais. Oui, effectivement, il y a le retour chez la femme. Enfin, avant ça, de toute façon, on se réveille d'abord chez les Helvétiques qui nous ont pris en charge, qui nous disent voilà, il s'est passé ça, maintenant la ville, on s'en est occupé, etc. Vous avez deux mecs qui a pris un peu cher. J'en profite d'ailleurs pour un peu révéler les conclusions de ce qui s'est passé. Si C'est peut-être quand même un élément assez important. Bien sûr, Puisque c'est vrai que pour l'instant c'est peut-être un petit peu fouillis, mais en fait, globalement le passage des jours ici a permis à plusieurs choses. Déjà, vous n'avez pas été assez puissant pour empêcher Barghest de récupérer Vikal. Vous n'avez été pas assez puissant pour tuer Barghest, mais vous l'avez été suffisamment pour pouvoir contacter les Helvétiques qui sont donc venus prendre en charge la ville. Donc globalement la plupart des habitants ont été sauvés, le feu a été pris en charge, la ville n'a pas complètement été détruite. Et vous apprenez que lors de la reconstruction, donc, on va imaginer après une petite semaine d'hospitalisation chez les Helvétiques, parce qu'il y en a certains qui ont quand même fini en mal en point, bah, désormais la ville va revenir aux Lombardie, donc aux clanistes de la ville d'à côté. Donc les Anabatistes vont perdre beaucoup de leur influence en ville, puisque Neva, l'émissaire de fer, est décédé. Un autre élément, et je ne sais pas si je l'indique dès maintenant, mais qui sera découvert par la suite, et que vous avez raté, mais qui du coup je pense va devenir... va faire scandale. Ouais, ça va faire scandale et ça va influer le début de la prochaine campagne. Ça va me conforter dans mes choix. C'est une énorme découverte au niveau du sous-sol du cloître, puisque les huiles élyséennes qui étaient fabriquées là-bas avaient donc deux particularités. La première, c'était qu'elles étaient les plus puissantes, et la deuxième, c'est que leur recette était inconnue, puisqu'elles étaient construites uniquement à l'Eucatoré, c'est ce qui faisait toute la puissance de la ville.
Le Catoré n'a d'ailleurs jamais révélé la cathédrale, la capitale anabaptiste en Borca, n'ont jamais voulu changer le moindre de ces éléments parce qu'ils voulaient conserver leur force, en fait, c'était leur point fort. Si jamais ils donnaient la recette des huiles élyséennes à cathédrale, cathédrale avait plus vraiment besoin du Catoré. Enfin voilà, la ville perdait. Alors que là, ils pouvaient faire des convois incroyables. Voilà. Et en fait, il se trouve que l'ingrédient, il y avait un ingrédient spécial dans les huiles élyséennes, et ce sont des bourgeons de brûlure. Donc les mêmes bourgeons que les anabaptistes en fait combattent parce qu'il s'agit du démon, en tout cas pour la plupart, sont utilisés en fait en masse à l'intérieur des huiles élyséennes pour leur donner leur pouvoir spéciaux. Donc en fait, il y a deux éléments dans des Genesis qui permettent, on va dire, de s'améliorer, de booster ses stats de manière temporaire. C'est soit d'utiliser des bourgeons, soit des îles, et des huiles. Et en fait, les deux, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, Abacus l'Élyséen, celui qui crée les huiles élyséennes, en tout cas celle-ci, n'était plus complètement humain. C'était devenu un lépros parce qu'il était resté trop en contact avec les bourgeons. Ouais, ça arrive. Ouais. Du coup, pour revenir quand même à la fin, ouais. Parce qu'on est quasiment de toute façon à la fin. Bref, les Zénétiques, on a bouclé en fait là la campagne In Thy Blood, mais il nous reste juste à boucler. C'est ça. Il faut revenir. Notre fil rouge à nous. C'est ça, notre fil rouge à nous. Qu'est-ce qui vous a conduit là-bas? Et donc c'était. La femme. Exactement. Du coup, on revoit la femme, et la femme rejoue un peu de ces trucs. Bon, déjà c'est bien. Bon, ça a été le chaos, mais en vrai, c'est bien que vous soyez là-bas, vous avez fait ce qu'il fallait. On a limité la casse, et puis... Voilà. Et, bon, on pourrait retravailler ensemble, et pour vous convaincre, oh, j'ai encore eu des messages d'Abby, ça tombe bien. Du coup, elle rejoue son petit jeu, son petit manège, en haha, j'ai les moyens un peu de faire pression, entre guillemets, même si c'est pas le but. Et... pour le coup, ça énerve Mokosh. Mokosh, la première fois, était en mode bon, pourquoi pas, est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Lorsqu'elle voit que la femme essaie d'en jouer absolument pour avoir Mokosh avec elle, ça le fait chier, elle fait bon, moi je me casse. Et Flux, qui a pour mission de rester avec la femme, il fait bon, je vais rester avec le groupe, voilà, je m'engage à rester avec le groupe et on reviendra te voir une fois qu'on en saura plus et qu'on aura calmé l'élément ici présent. C'est un peu comme ça qu'on finit avec la femme, avec un énormément de Mokosh et elle qui avait sûrement pas du tout prévu ça comme évolution. Ouais, et Mokosh qui globalement annonce à la femme que la suite se fera sans elle. Ouais. Oui, mais effectivement, peut-être pas, on reverra, on en reparlera. Bref, du coup, c'est comme ça que ça se termine la campagne. Tu nous as fait une petite scène post-générique que vous pouvez écouter sur la petite page JDR ou écouter simplement la dernière session d'In Time Blood, c'est la fin. Poursuivre tout simplement. Et nous on s'est arrêté là tout simplement et on va reprendre dans moins d'un mois, en fait dans quelques semaines, les aventures de Genesis Acte 3. Du coup c'est bien qu'on en reparle, comme ça t'as peut-être les éléments qui vont se rafraîchir un peu si t'as envie de faire des fils rouges. Exactement. Nous on va se laisser ici, j'espère que ça vous a plu, c'était très long mais c'est normal, on résume 6 sessions. J'essaierai pour les prochaines, si j'ai le temps, si j'arrive à organiser ça, de faire ça vraiment plusieurs épisodes comme des Genesis Acte 1, épisode 1, épisode 2. Pour éviter de faire des épisodes d'1h30 pour raconter 6 sessions où on se dépêche parce qu'il faut du coup émincer. Du coup, on essaiera de faire en sorte si j'y arrive, d'organiser un truc plus fluide pour peut-être se permettre de raconter des petits détails qui seraient peut-être plus intéressants d'ici à tarder pour préparer des trucs, des setups, nana, parce que là on est obligé d'aller dans le tout droit. Je verrai ça si dans la saison 3 j'arrive à organiser des trucs comme ça. Pour la saison 2 c'est tant pis parce que de toute façon elle va se finir dans quelques mois. Merci d'avoir suivi cet épisode, merci Charlie d'avoir tourné ici avec moi. Et à la prochaine pour d'autres drôles d'histoires ou sinon sur la chaîne tout simplement. Bye.